Le Bénin a accueilli ce lundi la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Au menu de cette rencontre, la préoccupation médicale de l'heure, le virus Ebola. La Confédération africaine de football a refusé ce lundi la demande de report de la CAN 2015. Elle a laissé 5 jours au Maroc pour communiquer sa réponse définitive. En Turquie, au moins 24 migrants qui cherchaient à rallier clandestinement l'Union européenne sont morts noyés ce lundi lors du naufrage de leur embarcation au large d'Istanbul. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le mardi 4 novembre 2015. Nous démarrons ce journal par le Bénin qui accueille depuis ce lundi la 64e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Une réunion internationale qui s'ouvre sur le continent africain au moment où l'épidémie du virus Ebola sévit sur le continent. Les enjeux et les opportunités de la rencontre de Cotonou sont énormes et appellent les spécialistes des questions de santé à passer en revue les mécanismes de gestion et de prise en charge des problèmes sanitaires sur le continent africain. Reportage. Des sommités du système des Nations Unies et celle de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, après un premier rendez-vous manqué. La rencontre de Cotonou, pour beaucoup, sonne comme la rencontre de tous les espoirs. L'occasion rêvée pour un diagnostic sérieux et approfondi du système sanitaire du continent, mais aussi des réflexions pour des solutions africaines à l'épidémie à virus Ebola. À la date du 31 octobre, plus de 13 000 personnes ont été touchées et près de 5 000 décès ont été enregistrés. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui vont croissant au fur et à mesure que les jours passent. Cette épidémie nous a tous surpris par son ampleur et son étendue. En outre, c'est la première fois que l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola frappe de façon intensive l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, la République fédérale du Nigeria et la République du Sénégal ont pu contenir l'épidémie dès le début et l'OMS a déjà déclaré la fin de l'épidémie dans ces deux pays. Des résultats qui rassurent que dans une nation concertée, la riposte idéale peut être apportée à l'épidémie. Outre ce mal, la rencontre de Cotonou aura par ailleurs à se pencher sur, entre autres mots, les maladies tropicales, l'hépatite virale. En dépit des multiples défis auxquels la région africaine est confrontée, la mortalité infantile est passée de 80 à 63 décès par 1000 naissances vivantes. Des prouesses sur ce plan et bien d'autres encore que l'OMS voudrait maintenir et améliorer sans discontinu. Mais en dépit des progrès considérables, environ un enfant africain sur 9 meurt avant son 5e anniversaire à cause de maladies évitables ou curables, constate Raphaël Sindai, le directeur de Save the Children pour le Mali et la Guinée. Là-dessus, les regards sont tournés vers les chefs d'État africains quant au respect de l'accord d'Abuja. Allouer 15% des budgets nationaux à la santé en général et à celle de la petite enfance en particulier pour sauver des millions de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans. Le Burkina Faso à présent, l'Union africaine a donné ce lundi 2 semaines à l'armée du Burkina Faso pour rendre le pouvoir aux civils. Contesté par la rue et sous forte pression internationale, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a donc promis une transition dans un cadre constitutionnel, laissant entrevoir un passage de flambeau aux autorités civiles. Le pouvoir exécutif sera conduit par un organe de transition dirigé par une personnalité consensuelle désignée par tous les acteurs de la vie nationale, a déclaré le lieutenant-colonel Isaac Zida. Une proposition favorablement accueillie d'ailleurs par l'opposition burkinabé. Reportage. Cette nouvelle déclaration du lieutenant-colonel Zida laisse penser qu'un civil pourrait prendre la tête de la transition. Elle intervient alors que les États-Unis ont appelé ce week-end l'armée burkinabé à transmettre immédiatement le pouvoir aux autorités civiles. L'organe de transition lui-même sera dirigé par une personnalité consensuelle désignée par tous les acteurs de la vie nationale. Maintenant, le Burkina Faso sait compter sur vous, sur les pays frères et amis,
toute la communauté internationale pour lui témoigner justement en ces moments-là toute son amitié et toute sa solidarité. Prenant en compte les normes en vigueur sur le plan international, l'opposition a déjà dit et redit qu'elle souhaite que la transition soit démocratique et civile. Mais l'opposition est d'avis que le modèle de transition démocratique et civile qui pourrait conduire notre pays à une nouvelle vie constitutionnelle normale ne peut être que le résultat d'un consensus national, obtenu à la suite de concertations larges, impliquant toutes les forces démocratiques et sociales et toutes les institutions du pays, y compris et surtout l'armée nationale. Le nouveau chef de la transition a encore poursuivi ce lundi ses consultations avec les forces politiques et la communauté internationale à Ouagadougou, où le calme est totalement revenu après l'intervention musclée de l'armée qui a chassé ce dimanche les manifestants des locaux de la télévision publique et de la place de la Nation, rebaptisée place de révolution et épicentre de la contestation. La situation au Burkina Faso était également au cœur d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce lundi à Addis Abeba. Dans les rues de la capitale Ouagadougou, la circulation avait repris normalement ce lundi matin avec l'habituel balai des mobylettes. Le grand marché, centre névralgique du commerce fermé depuis 6 jours en raison des événements, a rouvert, ainsi que les banques. Les écoles qui avaient fermé leurs portes depuis le 27 octobre à cause de la situation tendue ont également rouvert. Le Nigeria, à présent, plus de 20 personnes ont été tuées et 50 autres blessées dans un attentat suicide lors d'une grande fête chiite dans le nord-est du pays. Cet attentat aurait été perpétré par le groupe islamiste Boko Haram qui est aussi soupçonné d'avoir attaqué ce dimanche une prison dans le centre du Nigeria. Reportage. L'attaque a eu lieu dans le nord-est du Nigeria à la fin d'une procession de l'Ashura, commémorant la mort de l'imam Hussein, l'une des figures parmi les plus respectées du chiisme. Une vingtaine de personnes y a été tuées et plus d'une cinquantaine blessées. Plusieurs autres personnes auraient trouvé la mort quand l'armée a ouvert le feu en représailles à cette attaque. Une attaque attribuée aux insurgés islamistes sunnites de Boko Haram qui opèrent souvent dans cette région du Nigeria. Ces mêmes insurgés sont soupçonnés d'avoir attaqué dimanche une prison du centre du pays. Sur les 145 détenus qui y étaient retenus, les autorités pénitentiaires n'ont pu en capturer que 8. 4 se sont rendus, 1 a été tué, alors que 132 autres ont réussi à s'évader. Le football sur le continent africain à présent, la Confédération africaine de football, la CAF, a refusé ce lundi la demande de report de la CAN 2015 sollicitée par le Maroc en raison de l'épidémie d'Ebola. Elle laisse 5 jours au Royaume pour communiquer sa réponse définitive. Le Maroc a désormais 5 jours jusqu'à samedi 8 novembre du mois prochain pour faire connaître sa décision définitive. 3 options sont désormais envisageables. Il s'agit entre autres de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations dans le Royaume en janvier comme initialement prévu, le déroulement de la compétition dans un autre pays ou tout simplement une annulation pure et simple. Une nouvelle réunion aura lieu le 11 novembre prochain au Caire en Égypte où siège l'instance pour prendre les décisions qui s'imposent, a indiqué ce lundi à Rabat le directeur des médias de la Confédération africaine de football. Un autre élément à présent, au moins 24 migrants qui cherchent à rallier clandestinement l'Union européenne sont morts noyés ce lundi lors du naufrage de leur embarcation au confluent du Bosphore et de la mer Noire au large d'Istanbul, ont indiqué les autorités turques. 7 des 40 passagers de ce bateau, pour l'essentiel des ressortissants afghans qui tentaient de se rendre en Roumanie, ont été récupérés sains et saufs par les secours. Les gardes-côtes, épaulés par les pêcheurs, ont poursuivi leur recherche pour tenter de retrouver au moins 9 autres personnes portées disparues. La Turquie est une route importante de l'immigration clandestine d'Asie et d'Afrique vers l'Europe. Des migrants clandestins venus d'Afrique et du Proche-Orient y sont régulièrement arrêtés et les naufrages en mer assez fréquents. Précisons que 12 enfants et 7 femmes se trouvaient à bord de cette embarcation. Les médias turcs ont attribué l'accident du moins, aux mauvaises conditions météo en mer Noire et à la surcharge de l'embarcation, mais ces causes n'ont pas été immédiatement confirmées par les sources officielles.
Nous restons toujours dans ce rendez-vous d'information. Une page de santé dans ce journal. Une équipe médicale niçoise a annoncé ce vendredi une avancée majeure dans le dépistage précoce du cancer du poumon. Présentée comme une première mondiale, cette découverte, selon les travaux du moins de l'équipe du professeur Paul Hoffman du centre hospitalier universitaire de Nice, il est désormais possible de détecter un cancer de poumon grâce à une simple prise de sang. Une découverte qui fait espérer une victoire possible sur le cancer au XXIe siècle. Reportage. L'on frémit rien qu'à entendre son nom, puisqu'il est presque insaisissable de par sa complexité et sa sournoiserie. Maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, elle menace la survie de ce dernier. Le dépistage du cancer doit être le plus précoce possible. Le cancer, toutes formes confondues, fait de nombreuses victimes chaque année. Brittany Maynard, une Américaine de 29 ans, atteinte d'un cancer du cerveau irréversible, a mis fin à ses jours le 1er novembre dernier. En début d'année, la jeune femme qui venait de se marier a appris qu'il lui restait 6 mois à vivre et que son agonie serait très douloureuse. Très dangereux, le cancer du poumon est aussi un tueur redoutable. Il est la première cause de mortalité par cancer en France, avec plus de 28 000 décès par an. Une équipe de médecins niçoises a annoncé samedi avoir mis au point un test de dépistage précoce du cancer du poumon. Ceci est possible grâce à une simple prise de sang présentée comme une première mondiale. Selon cette étude, il devrait être possible d'ici à quelques années de détecter de manière précoce un cancer du poumon grâce à une simple prise de sang, et cela des mois, voire des années avant que la tumeur ne soit visible par les techniques classiques de vidéographie ou de scanner. On a tout simplement décidé dans une population à risque, patients fort tabagiques, qui ont une bronchopneumopathie, une maladie prédisposante à développer un cancer du poumon, de détecter dans le sang, par une simple prise de sang, des cellules tumorales circulantes, ce qui a été fait chez 168 patients. Dans ces 168 patients, il y a 5 patients pour lesquels on a vu ces cellules, ce qui a augmenté finalement la surveillance radiologique par scanographie de ces patients. Et au bout de plusieurs mois, un nodule est apparu et ces patients, donc on peut être opéré d'un cancer du poumon à ce moment-là, ce qui fait qu'on a finalement accéléré le diagnostic de précocité du diagnostic et la prise en charge chirurgicale. Le dépistage précoce du cancer du poumon, l'un des plus meurtriers, est particulièrement crucial car dans la plupart des cas, quand on découvre la tumeur à la radiographie, le traitement nécessaire est plus lourd et ses conséquences de succès moindres. Reste que cette étude doit encore être confirmée statistiquement. Cette étude, selon le professeur Hoffman, pourrait démarrer dès l'an prochain et s'achever en 2019 pour une validation définitive en 2020. Un peu d'innovation à présent dans les relations entre l'homme et la femme. À Bora Bora, Alexandra et Nicolas ont décidé de sceller leur union à 4 mètres sous l'eau. Une première dans ce lagon où près d'un tiers des touristes viennent passer leur lune de miel. Reportage. Le cadre est paradisiaque et l'expérience inédite. En voyage de noces à Bora Bora, ce couple d'Espagnols va se marier sous l'eau. Une première dans ce lagon, les organisateurs de mariage ont l'habitude des demandes extravagantes de clients souvent fortunés. Ici, la cérémonie va se dérouler selon les coutumes locales. On va leur changer les noms déjà, on va leur donner un nom polynésien en relation avec l'océan. À la suite de quoi, on va leur donner des alliances en acre, bien sûr, parce qu'on est dans la mer. Et ensuite, à la suite de quoi, on va simplement leur demander de signer un certificat de mariage. Tout est fait pour détendre les futurs époux. Ils n'ont jamais plongé et ne sont pas très rassurés. On nous a dit, on nous a bien expliqué comment ça fonctionne. Que tout pouvait nous arriver. Donc on est tranquille. C'est parti pour 20 minutes de cérémonie à 4 mètres sous l'eau. Dans leur combinaison blanche de mariage, les fiancés sont guidés par le prêtre jusqu'à l'autel. Grâce aux écouteurs intégrés dans leur casque, ils peuvent suivre la cérémonie. Consentez-vous à prendre pour épouse Télémoin Navarriné? Pour se dire oui, les mariés lèvent le pouce. Une fois les alliances échangées, ils signent le contrat de mariage. Pour s'unir au milieu des poissons, il leur en a coûté au total 2 700 €. Encore quelques minutes d'immersion, le temps d'exécuter la première danse. Pour le baiser, en revanche, il faudra attendre de remonter à la surface.
Voilà, c'est sur cette note de douceur et d'amour que nous clôturons ce journal par le proverbe africain du jour qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui dit « Celui qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir le crachat au visage ». Celui qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir le crachat au visage. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV, sur www.sikatv.info.